et bienvenue dans ce nouveau numéro de Défense consacré essentiellement à la tension dans le quartier est de Jérusalem. Une tension accrue ces dernières heures par la tentative d'assassinat ciblé contre Yehuda Glick, activiste au sein des fidèles du Mont du Temple, par un terroriste du djihad islamique, connu et reconnu des services de sécurité intérieure, le Shabak. Habitant justement ces quartiers arabes de Jérusalem, on en reparlera dans un instant. Surtout des conséquences avec le député David Sour, ancien chef des unités de commando de la police israélienne. Mais revenons avant de parler d'analyse sur les faits. 3 mois de tension sécuritaire à Jérusalem, ponctués par un attentat mortel à l'aide d'une voiture qui avait foncé, vous vous en souvenez, sur des civils dans une station de tramway, et une tentative d'assassinat ciblé, je viens d'en parler, contre Yehuda Glick, activiste depuis plus de 25 ans au sein des fidèles du Mont du Temple. Regardez. Jérusalem en flammes. Les heurts entre Palestiniens et policiers dans l'est de la ville se sont particulièrement intensifiées depuis qu'un Palestinien de 21 ans a conduit sa voiture tout droit dans une station de tramway à Jérusalem, tuant une jeune touriste et un bébé de 3 mois. Le conducteur est mort après avoir été abattu par balle. Les autorités israéliennes ont dit avoir des preuves de l'appartenance du Palestinien au Hamas et ont décrit l'incident comme une attaque terroriste. L'attaque terroriste d'aujourd'hui à Jérusalem, une attaque contre un bébé et une femme, est une attaque typique du Hamas, le partenaire du président Abbas dans le gouvernement palestinien. Malheureusement, le président Abbas lui-même continue d'utiliser une rhétorique qui incite à la haine et à la violence contre les Israéliens au lieu de faire avancer la paix. Depuis maintenant plus d'une semaine, des milliers de policiers et gardes frontières quadrillent les quartiers palestiniens comme Chouafat et Silouane. Ils essaient de mettre fin aux jets de pierre incessants sur le tramway de la ville et les véhicules israéliens. Pour cela, les forces de sécurité utilisent du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Des dizaines de personnes ont été blessées dans les affrontements. Les récents heurts peuvent être attribués à plusieurs causes. L'opération Bordure Protectrice, les arrestations de centaines de Palestiniens cet été, l'échec des négociations de paix sous l'égide des États-Unis, sans oublier le désaccord incessant quant au statut du Mont du Temple. Mais pour certains analystes, les tensions des derniers mois dans la ville sainte ont réellement amplifié lorsqu'un groupe d'extrémistes juifs ont décidé de se venger de l'assassinat de 3 adolescents israéliens en juin dernier. Ce qui a tout déclenché était l'assassinat de Mohamed Abourdir le 2 juillet. C'était un crime particulièrement odieux que de brûler vif un jeune adolescent. Ça a créé une ambiance de revanche à la fois dans l'est et dans l'ouest de Jérusalem. Le gouvernement israélien s'est engagé à restaurer le calme et la sécurité à Jérusalem, mais l'annonce récente de la construction de milliers de nouveaux logements israéliens dans la ville risque de causer l'escalade du conflit. Ces derniers jours, les événements à Jérusalem ont attiré l'attention de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à ce sujet ce mercredi. Et nous nous trouvons justement à Jérusalem avec vous, Maxime Pérez. Bonjour. Que se passe-t-il à l'heure actuelle? Est-ce qu'on a l'impression finalement d'un Jérusalem tout sécurisé? Est-ce que cela ressemble fort à des images de 2002? Oui, il y a cette impression qu'on se dirige peu à peu vers le scénario d'une nouvelle intifada, même si pour l'instant nous n'en sommes pas là. Il y a certes un déploiement assez impressionnant de forces de sécurité israéliennes dans les grands axes routiers de Jérusalem et bien sûr aux abords de ces quartiers est de Jérusalem qui sont extrêmement sensibles. Mais pour l'instant, les incidents restent contenus, qu'il s'agisse de quartiers comme Silwan, qu'il s'agisse de quartiers comme Abu Tord, d'où était originaire le Palestinien qui a tenté de tuer mercredi soir ce militant juif d'extrême droite. Donc pour l'instant des incidents contenus, mais évidemment un risque d'embrasement à chaque nouveau face-à-face entre jeunes lanceurs de pierre palestiniens et forces de l'ordre, avec évidemment ce risque d'embrasement au territoire palestinien, avec le discours assez virulent des responsables de l'autorité palestinienne, comme l'a souligné d'ailleurs Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense, qui considère que c'est ce discours d'incitation à la haine qui a provoqué les incidents de ces derniers jours et ces 2 attentats qui ont visé Jérusalem. En 2 mots, Maxime, on entend derrière vous les hélicoptères. Est-ce qu'on peut dire finalement que Jérusalem est une poudrière ?
oui, Jérusalem est une poudrière et finalement ces incidents révèlent que la ville n'est pas, en tout cas sa partie est, n'est pas tout à fait sous contrôle des forces de sécurité israéliennes dans la mesure où elles évitent d'abord d'y pénétrer pour ne pas provoquer de friction avec la jeune population palestinienne. Il y a des tensions récurrentes et bien sûr les prochaines heures seront critiques. La police d'ores et déjà de Jérusalem demande à la population de retrouver ses esprits. Il y a des appels au calme, mais évidemment les prochaines heures, les prochains jours seront critiques. Il faudra aussi qu'au niveau politique, le ton soit à l'accalmie pour que cela puisse se traduire par une accalmie également sur le terrain. Merci Maxime Pérez d'avoir été avec nous depuis Jérusalem, lieu des tensions. Alors pour comprendre justement, je parlais des faits, nous allons parler d'analyse à présent avec vous, David Tzur. Vous êtes député de la Knesset du parti Atnoa. Vous êtes surtout ancien chef des commandos de la police Yamam. Les Yamam, justement, ce sont eux qui ont réalisé l'opération de neutralisation du suspect, pour l'instant toujours suspect, qui a tenté d'assassiner Yehuda Glick. Racontez-nous comment ça se passe dans ce genre d'opération. Celui qui a commandé cette unité par le passé, je sais par expérience, sans entrer dans les détails, qu'il faut se féliciter de cette opération. Mais le mode opératoire dans ces cas-là, nous recevons des informations, des renseignements du Shabak. Ces informations arrivent, les unités les reçoivent et les commandos savent répliquer immédiatement. Ils ont encerclé la maison. Il a essayé de s'enfuir ou trouver un refuge sur le toit pour répliquer par le feu. On lui a tiré dessus. Il a été tué par le commando. C'est bien. Ça contribue à fermer le cycle de la justice, mais aussi ça calme le côté juif et les unités de commando qui étaient très en colère par le meurtre de Glick, et il faut lui souhaiter un bon rétablissement. Mais vous parlez de pouvoir de dissuasion, David Tzur. Comment cela est-il possible dans la mesure où, justement, vous-même, vous parliez à l'époque de pouvoir de dissuasion à Hebron, au moment où le Yamam et les forces de l'armée israélienne tuaient les 2 terroristes responsables de l'enlèvement et de l'assassinat des 3 jeunes adolescents. Et pourtant, finalement, rien n'a changé sur le terrain. Écoutez, le calme dans ce cas-là est différent. Il y a, par exemple, le côté palestinien est radical, qui tente de créer des émeutes et des attentats, notamment l'attentat à la voiture de cette semaine, et même l'attentat d'hier soir. Mais d'un point de vue, l'action rapide permet de ramener le calme dans le secteur juif. Mais il y a d'autres événements qui demandent des actions beaucoup plus massives et agressives et centrées par les services de sécurité. Il faut trouver les meneurs de manière à faire baisser le niveau de l'embrasement. Nous avons créé une unité spéciale à Jérusalem d'1 millier de policiers qui patrouillent dans les rues et qui permet de calmer la situation. Et d'ailleurs, les dernières semaines, il y a une baisse des violences. Cela dit, le mont du Temple est et reste un point sensible. Sur la question du mont du Temple, l'atteinte portée à Glick et la fermeture du mont du Temple a mis le mont du Temple au centre des problèmes, et nous allons le fermer jusqu'à ce qu'on passe ce vendredi, qu'il n'y ait pas d'émeute, et peut-être que la semaine prochaine, nous pourrons passer outre. Vous venez d'un milieu sécuritaire, vous êtes passé à la politique. Comment justement allier les 2 domaines, David Tzur, dans un environnement si explosif ? Les 2 mondes sont liés. En fin de compte, nous nous trouvons dans une situation sécuritaire dans laquelle les forces de sécurité doivent apporter le calme et permettre la vie quotidienne en sécurité. Et dans le cadre du conflit. Il y a 2 mois, c'était à Gaza. Aujourd'hui, c'est à Jérusalem.
Aujourd'hui, les territoires sont calmes en Cisjordanie. Ce calme que doivent apporter les forces de sécurité doit être utilisé par les politiques pour faire avancer les passes politiques, diplomatiques, parce que ça fait des centaines d'années mais ce conflit doit être réglé par le dialogue avec le côté palestinien. En fin de compte, il nous faut un leadership qui permette d'arriver à cet accord. Le temps de calme fourni par les forces de sécurité doit être utilisé parce qu'il n'y a pas de vide dans ce domaine. Et surtout dans la situation que connaît la région, extrémisme radical et des pays, mais il y a aussi des pays arabes modérés qui, on a vu lors des derniers événements, ont des intérêts communs avec Israël. Ils ne veulent pas la montée de l'islamisme radical, pas de l'État islamique à l'est et pas du Hamas sur notre frontière et sur la frontière égyptienne. Cela veut dire que les intérêts communs peuvent permettre une percée et il faut l'utiliser. Le Premier ministre doit être celui qui prend l'initiative et non pas seulement celui qui critique et qui ne voit que demain. Abbas monte le volume des incitations. Il n'a pas envoyé les terroristes, mais il a créé la structure qui permet ces attentats. En fin de compte, il faut baisser le niveau d'incitation et ouvrir des négociations qui nous permettra de parvenir à l'accord tant attendu. Baisser le niveau d'incitation, David Sour, on l'entend bien, mais Mahmoud Abbas, le président d'Autorité palestinienne qui siège, son parti, le Fatah, avec le Hamas, parle de déclaration de guerre lorsqu'Israël ferme le mont du Temple aux fidèles musulmans et juifs. Est-ce que ce n'est pas une incitation, ça aussi ? Je suis d'accord, totalement. Le Premier ministre ne fait pas d'incitation, mais Abbas, lui, incite. Il a le sentiment, et peut-être il a le sentiment que s'il durcit la situation, il sera le soutien du Hamas et une reconnaissance de la Suède, par exemple, de l'État palestinien. Mais cette reconnaissance n'a aucune réalité. En fin de compte, même l'ONU ne peut pas l'aider. Il doit revenir à la réalité et nous parler. Nous sommes contraints de lui parler. Si on ne lui parle pas, on parlera avec le Hamas ou l'État islamique. Enfin, en fin de compte, il n'y a pas de nombreuses alternatives. Chaque parti retient son narratif, il n'y aura pas d'issue. Il faut être pratique dans la région où nous vivons. C'est une région difficile, mais on peut surmonter les problèmes. Merci, David. Avant de refermer cette édition, je vous propose de nous arrêter un instant sur un robot, pas tout à fait comme les autres. Son rôle, sécuriser les frontières nord, sud et est d'Israël. Regardez. Durant la dernière décennie, Israël a redéfini son approche défensive, édifiant de nombreuses barrières de sécurité au nord, au sud et à l'est du pays afin de protéger et défendre le territoire israélien des menaces terroristes, criminelles et migratoires. Voici RoboGuard, un robot de surveillance qui remplace les hommes en charge de la garde de ces barrières et qui a la capacité de scanner et de rechercher d'éventuelles anomalies telles que des ouvertures, des objets suspects et des tentatives d'infiltration. Personne ne peut être derrière des caméras de surveillance 24 heures sur 24. Et même si des systèmes de détection automatique sont mis en place, il peut y avoir de fausses alertes. Trop souvent, les caméras sont loin du lieu de l'incident et quelquefois, des éléments du paysage empêchent une vision optimale. L'avantage du robot est qu'il peut se tenir à quelques mètres seulement du lieu de l'intrusion et que sa caméra embarquée permet d'obtenir une image précise, même en cas de mauvais temps. RoboGuard, le dernier-né des robots de la société israélienne Magal Security Systems, se déplace sur un rail rapidement le long des barrières, équipé d'une caméra, de capteurs sensoriels ainsi que d'un scanner laser. RoboGuard effectue des patrouilles d'inspection des barrières de sécurité. Lorsqu'une alarme est déclenchée, la caméra s'enclenche automatiquement.
met en garde les intrus et a la capacité de vaporiser du gaz lacrymogène. Un seul robot couvre entre 500 mètres et 1 km de barrière selon le temps de réponse désiré dans le périmètre. Entre deux zones couvertes, une station électronique est installée permettant au robot de recharger ses batteries et d'utiliser un système de communication sans fil. En théorie, un robot peut couvrir une distance de 10 km, mais le temps de réponse devient beaucoup trop long et la capacité de détection s'amenuise nettement. Le principal objectif de RoboGuard est la protection de sites sensibles tels que des aéroports, des ports, des bases militaires et des prisons. Mais pas d'inquiétude, le facteur humain ne peut être totalement remplacé, en tout cas pas encore. Ce robot ne remplace pas les hommes, car si un événement sérieux se dessine, des soldats devront intervenir et même faire feu. Mais il peut faire à peu près tout, à l'exception du tir. Cette émission est désormais terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez la semaine prochaine Daniel Goldmint aux commandes. En attendant, soyez en sécurité dans le monde de la défense.